Alors juste sur le titre de cet après-midi, la voix comme instrument, je pense que vous connaissez tous l'anecdote du chef d'orchestre qui, devant son orchestre et devant le chœur, dit les musiciens d'un côté, les chanteurs de l'autre, comme si les chanteurs n'étaient pas des musiciens. Et quand c'est une blague de chanteur. Et en général, quand les gens s'en aperçoivent, ils disent non, je voulais dire les instrumentistes d'un côté et les chanteurs de l'autre. Comme si la voix n'était pas un instrument. Évidemment, la voix est un instrument et nous allons, pendant toute cet après-midi, essayer de vous montrer un petit peu comment cet instrument fonctionne, quelles sont ses caractéristiques et toute la richesse de cet instrument. Alors, donc, avec moi, j'ai Robert Expert, donc, qui est contre-ténor et qui a bien voulu prêter sa voix. On n'a pas répété, donc c'est un petit peu, voilà, ce sera un petit peu de l'improvisation. La première des choses, c'est qu'on voudrait partir du son de la voix et explorer un petit peu le champ des possibles. C'est-à-dire un peu tout ce qu'on peut faire avec la voix. Alors la voix en tant qu'instrument sonore, production de son, c'est, comment dire, il y a deux aspects très importants par rapport aux autres instruments. La voix comme instrument, on a dit, par rapport aux autres instruments. Quelles sont les caractéristiques de cet instrument par rapport aux autres familles d'instruments? On pourrait se dire, puisqu'on a des cordes vocales, c'est un instrument à cordes? Évidemment non. Mais en fait, la voix est un instrument à vent, puisque c'est grâce à l'air qui sort des poumons que l'on peut produire les sons. Et on peut se demander à quelle autre famille d'instruments donc elle se rattache. Et si on regarde un petit peu le mode de production, c'est-à-dire avec les cordes vocales justement, on se rend compte que la famille d'instruments la plus proche serait la famille des trompettes, en fait, des instruments à hanches lipales, puisque en fait les cordes vocales vont vibrer un petit peu comme les lèvres vibrent quand on imite le bruit d'un moteur, comme ça. Et c'est les cordes vocales donc, qui seront la source principale du son de la voix. Et ensuite, eh bien, ce qui va vraiment différencier cette fois-ci, donc là, je parlais un petit peu de la voix comme un instrument, mais quelles caractéristiques spécifiques la voix a? Eh bien, c'est que ensuite, ce son qui se propage dans la cavité buccale et nasale, ce son est en permanence modelé par les articulateurs, et donc c'est un peu comme si vous aviez votre trompette, mais que eh bien, le tuyau de la trompette, on n'arrête pas de le déformer en permanence. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'articuler des sons. Et donc, une des différences fondamentales entre la voix et les autres instruments, c'est la possibilité de s'exprimer, d'exprimer des mots, d'exprimer des mots qui ont du sens, et donc on arrive sur la parole. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu les possibilités en termes de tessiture, de dynamique, et puis une présentation dirigée vers le son, vers l'acoustique. Alors, tout de suite, je voudrais donc utiliser un petit logiciel, une présentation que j'ai mis en place spécialement pour aujourd'hui, où l'objectif est d'étudier l'étendue des possibilités vocales en termes de fréquence, de fréquence de la note, de fréquence des notes, et en termes de dynamique. La représentation donc, que l'on va voir là, donc le petit point gris que vous voyez en fait mesure la hauteur du son et sa dynamique en même temps. Et donc là vous voyez qu'il s'agit d'un mi bémol 2 à une dynamique d'environ 90 dB. Alors il faut tout de suite que je vous dise que donc ce genre d'outil temps réel ici n'est pas calibré, hein, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait une calibration très rapide avec un sonomètre tout à l'heure, mais en conditions de laboratoire, on enregistre ce genre de graphique dans des conditions beaucoup plus précises d'un point de vue de la mesure. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? On va pouvoir mesurer un petit peu l'étendue de la voix. Alors est-ce que tu veux bien Je veux bien, mais puis-je? Alors, puis-je donc faire un photogramme? Oui. Donc un son le plus fort, un glissando. D'accord. D'accord, fort, puis un glissando faible. Je vais remettre à 0.
Merci. Voilà, donc les deux courbes que vous voyez là, en bleu foncé et en bleu ciel, sont finalement les courbes qui représentent les notes. Donc, si on regarde, donc l'ensemble des notes les plus fortes et puis l'ensemble des notes les moins fortes que Robert a produit à l'instant. L'ensemble de tout ce graphique s'appelle un phonétogramme. Et ça, disons, c'est une façon d'aborder les possibilités d'un chanteur. C'est utilisé aussi en orthophonie, pour voir un petit peu les progrès d'un traitement, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce genre de représentation? D'abord, la note la plus grave, on va dire que c'est aux alentours du La 1, donc quelque chose qui serait environ à 110 Hz. La note la plus aiguë, qui serait aux alentours du Ré dièse 4, Do dièse 4 à peu près, donc ça doit faire dans les 600 Hz. Et puis les dynamiques, donc les dynamiques les moins fortes, aux alentours de 60 dB. Alors ça c'est intéressant parce que en termes de dynamique, donc alors le décibel, je pense que vous êtes à peu près au courant de ce que c'est qu'un décibel. En gros, le 0 décibel, ça correspond au seuil d'audition, c'est-à-dire en dessous de 0, on n'entend pas le son, et puis au-dessus de 110, 120 décibels, l'oreille commence à souffrir. Ça, c'est pour les sons que nous recevons. Pour les sons que nous émettons, vous voyez qu'en fait, le son les plus forts sont pas très loin du seuil de douleur, donc ça c'est intéressant de remarquer cette chose-là, mais par contre que les sons les plus faibles que nous émettons sont bien au-dessus de notre seuil d'audition. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant que les cordes vocales vibrent, eh bien, il y a un minimum de environ 50-55 dB. Et pour montrer un petit peu la différence entre, je dirais, la mesure acoustique en décibels et le phénomène musical de la nuance qui correspondrait un petit peu, je vais demander donc à Robert de faire des gammes à 2 ou 3 niveaux, peut-être 3 niveaux, c'est-à-dire quelque chose de piano, mezzo, forte, forte. Voilà. Donc, dans quel ordre tu m'as demandé? Comme tu veux. Quelque chose dans ce genre-là. Très bien. Voilà, donc je pense que vous avez constaté que même si la nuance musicale donc, que l'on perçoit, c'est donc piano, puis mezzo forte, puis forte, eh bien les niveaux changent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas une adéquation entre le niveau mesuré acoustique et la nuance que l'on peut observer musicalement. Une autre chose aussi que vous avez pu observer probablement, c'est la rupture qui s'est produite quand Robert donc a fait les sons forts, le glissando fort du grave vers l'aigu. Et cette rupture, en fait, correspond à un changement de mécanisme laryngé, donc, qui sera pas mal donc, détaillé après dans les interventions de Gérard Cheveillet et de Bernard Roubaud, mais dont je vais quand même peut-être faire comment dire, on va peut-être faire un petit phonétogramme de M1 et de M2. Très bien. Je vais tout remettre à 0, et puis on va regarder ça rapidement. Donc si tu veux bien faire un phonétogramme de M1 uniquement. Oui. Je commence par la ligne du haut. Pardon, je t'ai fait des saletés. On refait. C'est bon? Quand tu veux. Magnifique. Au M2. Merci. Donc vous avez en bleu foncé et bleu clair les limites de dynamique dans le mécanisme 1.
donc qui est celui qui est utilisé dans la voix de poitrine. Donc c'est la voix de poitrine qui est utilisée essentiellement par les hommes quand ils parlent, les femmes quand elles parlent, et par les basses ténors par exemple quand ils chantent, par les chanteurs de variété, hommes comme femmes, et puis le mécanisme 2 qui est utilisé par les contre-ténors, par les chanteuses lyriques quand elles chantent, et par certaines chanteuses de comédie musicale dans certains cas. Voilà. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a effectivement en M2, disons, les fréquences sont bien au-dessus, hein, c'est-à-dire les notes vont donc ici jusqu'au Mi 4, mais commencent très très bas, hein, c'est-à-dire en fait il y a une superposition entre les deux phonétogrammes de mécanisme 1 et de mécanisme 2 qui est sur presque une octave, voire un peu plus. Et ça, c'est assez remarquable de savoir qu'on peut utiliser soit l'un, soit l'autre sur une large bande de fréquences. Voilà. Alors, ça, c'est en termes de notes et de dynamique. Ça ne nous dit pas grand-chose, en fait, sur la qualité acoustique, sur la qualité musicale, sur la qualité vocale. Et donc, j'aimerais bien vous montrer d'autres choses. En particulier, là, vous avez entendu un phonétogramme sur une voyelle, mais qu'en est-il si on change de voyelle ? Donc je voudrais vous montrer des choses sur les voyelles. On va essayer de parler un petit peu de voyelles. Comment peut-on analyser les voyelles avec les outils de traitement de signal dont on dispose? Alors, on va essayer de regarder ça. Donc là, je change d'outil. Donc cet outil, c'est ce qu'on appelle un spectrogramme. Je pense que certains sont familiers avec cet outil. L'idée, c'est que dans un spectrogramme, vous avez en abscisse, donc sur l'axe horizontal, le temps, puis en ordonnée les fréquences, donc ici avec 0 en bas, 1000 Hz ici le premier trait, puis 2000 Hz, puis etc. Et en niveau de gris, c'est l'intensité à l'instant donné et à la fréquence donnée. Donc là, pendant que je parle, vous constatez qu'effectivement, il se passe des choses sur ce spectrogramme, cette représentation du son, représentation temps-fréquence. On va pouvoir utiliser cette représentation pour essayer de rentrer un petit peu plus dans où ça se passe, les voyelles, en fait. Est-ce que tu veux bien me faire des voyelles? A, O. Voilà, donc, si vous regardez bien, en fait, vous avez des traits horizontaux qui représentent en fait les différentes harmoniques du signal. Je vais revenir sur cette notion d'harmonique juste après. Et ensuite, ces traits horizontaux sont plus ou moins foncés, et le fait qu'ils soient plus foncés veut dire qu'il y a plus d'énergie à cette fréquence-là. Donc, ne serait-ce que à regarder les 4 voyelles que vient de produire Robert, nous montre que effectivement cette énergie se déplace vers le grave. On n'a pas l'impression qu'il y ait un changement vers le grave, plus que ça. En fait, la note est toujours la même. Et pour ça, je voudrais donc vous montrer un petit peu comment on utilise cet outil de spectrogramme. Alors, je vais prendre la main. La première des choses, c'est que on peut voir les traits verticaux dans ce spectrogramme, et ça correspond à des sons impulsionnels. Donc, ces sons impulsionnels se trouvent dans la parole et dans le chant. Ce sont les plosives non voisées, par exemple, où ça fait des traits verticaux, ce qui veut dire qu'il y a à peu près toutes les fréquences, mais en un temps très court. On a aussi les bruits qui sont produits, donc qui ne sont pas produits par les cordes vocales cette fois-ci, mais qui sont produits par les constrictions à différents endroits de la bouche, comme et qui mettent une trace sur le spectrogramme. Donc on voit une espèce de rectangle qui correspond à peu près à une bande de bruit. Et puis donc quand on tient un son voisé comme l'a fait Robert juste à l'instant, donc les cordes vocales vibrent, et à ce moment-là, ça produit les différentes harmoniques. Alors pour que vous puissiez comprendre un petit peu ces différentes harmoniques, je voudrais vous faire écouter un son. Il vole là-haut jusqu'à oublier nos âmes. Donc on l'avait enregistré avant pour des raisons de commodité. Et ce son, donc, qui est un son de parole, je voudrais vous faire écouter maintenant la mélodie uniquement, qui se retrouve, qu'on peut entendre en fait sur la première harmonique ici. Voilà, vous avez juste
ce qu'on appelle le fondamental ou l'harmonique fondamentale. Et ça, je dirais que c'est la mélodie qu'on entend. C'est aussi à cette fréquence-là que a été déterminé le phonétogramme, hein, c'est-à-dire les notes. Donc là, vous voyez que sur ce spectrogramme est superposée une portée musicale sur laquelle on peut lire finalement quelles sont les notes qui ont été chantées. Maintenant, si on écoute donc l'ensemble du son, la totalité du son, on se rend compte que, effectivement, c'est dans la totalité du son qu'on entend l'ensemble du timbre. Si je veux regarder un petit peu en détail les différentes composantes, je peux les écouter. Et c'est ce que je voudrais vous faire faire tout de suite, faire écouter les différentes composantes. Donc, je reprends mon outil qui permet de sélectionner les différentes composantes, juste sur ce petit bout-là, comme ça. Voilà la première composante, puis la deuxième. C'est aussi une composante du son. Hein, on ne l'entend pas séparément, mais elle existe dans le son. Voilà, quatrième. La cinquième. Vous voyez que ça monte très aigu, en fait. Hein. Et ainsi de suite. On pourrait aller très loin comme ça. Et finalement, quand on écoute les composantes superposées, on entend le son complet. Je voudrais vous faire écouter simplement les deux premières. Et je pense que vous n'entendez pas les voyelles, on n'en comprend pas le texte hein, quand on n'entend que les deux premières composantes. On peut commencer à comprendre le texte à partir de, je dirais, toutes ces composantes-là, environ. Ça fait très sourd. Et puis, là, les fréquences, c'est de 0 à 1500 Hz à peu près. Hein, voilà. Et si je voudrais vous montrer aussi ce qui se passe quand on écoute juste ce qu'il y a à cet endroit-là. Qui est une zone qui est renforcée par les chanteurs par rapport à la parole. On aura l'occasion d'y revenir, c'est ce qu'on appelle le formant du chanteur. Alors maintenant, maintenant qu'on a vu les différentes composantes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on entend l'ensemble de toutes ces composantes, on n'a pas l'impression qu'il y a toutes ces composantes. C'est-à-dire on n'entend pas les composantes séparément, mais on les entend fusionnées. Hein, donc il y a une fusion perceptive qui nous permet d'identifier qu'il y a une seule source, finalement, sonore. Alors, je vais revenir donc sur mon spectrogramme et sur mes voyelles. Et donc, ces composantes du son qu'on vient de voir, vous avez vu que leur amplitude change au cours du temps, et c'est ce qui va nous permettre d'entendre les voyelles. Est-ce que tu peux nous refaire les voyelles A, O, O, U? A, O. Voilà. Donc, hop là. Bon, je peux plus arrêter. Si, comme ça. Donc vous voyez les traces, donc là cette fois-ci les fréquences hein, des différents formants. Alors la première trace qu'on voit descendre ici, c'est ce qu'on appelle le premier formant, et qui correspond aux résonances de la cavité buccale. Et lorsque l'on déplace finalement la langue et la mâchoire, comment dire, en fermant, hein, puisqu'on part de A ouvert jusqu'à O fermé, eh bien le premier formant va descendre. Et puis le deuxième formant ici aussi va descendre. Et puis quand on va faire de A jusqu'à I, A, E et I, A, E, I. Voilà, vous voyez que le premier formant descend et le deuxième formant augmente. Je ne pense pas que vous entendiez les formants indépendamment, on ne peut pas les percevoir en tant que tels, encore une fois. Tout ça, c'est fusionné et on interprète à assez haut niveau pour reconnaître une voyelle, finalement. Peut-être on peut dire deux mots, en fait, de ces logiciels sur lesquels tu travailles, qui sont des outils merveilleux, quand même. Donc, on a vu qu'on avait Audiosculpt, là, sur logiciel sur lequel... Est-ce que ce sont des logiciels qui sont accessibles au grand public, au public, tout simplement, ou à des professeurs qui voudraient comprendre un petit peu ou expliciter, justement, à des élèves, précisément, le contenu de ce que vient de regarder? Est-ce que ça peut être divulgué, tout cela? Est-ce que... Voilà.
Oui, et il y a 2 logiciels qu'on a vu. Là, j'ai utilisé 3 logiciels. Il y a donc Audiosculk qui fait partie d'une suite de logiciels donc distribués par l'IRCAM mais qui est payante. Mais bon, c'est relativement accessible. Mais en tout cas, pour comment dire, simplement faire un spectrogramme temps réel, donc le logiciel WebSurfer qui est ici est tout à fait libre. On peut le télécharger depuis le site du KTH. C'est gratuit, donc c'est tout à fait gratuit. J'incite tout le monde à jouer avec ce logiciel. C'est extraordinaire. Rien que ça, c'est fabuleux. On comprend tout avec cela déjà sur le contenu. Mais c'est vrai. Sur le contenu du signal peut-être. Oui, après, il faut y travailler un peu, mais bon. Oui. Voilà, donc bon, pour terminer donc sur cet exemple-là. Je pense que si Émile Lebs, il avait eu ce type d'outil à l'époque, quand on voulait réaliser, on ne se rend pas compte, mais quand on voulait réaliser à l'époque ce spectrogramme, il fallait mettre ça sur, c'était des aiguilles qui tournaient sur une espèce de, sur un tambour, et c'était alors à dépouiller, ça prenait un temps fou. On n'avait pas cette immédiateté qu'on a ici, et c'est extraordinaire. Et dire aujourd'hui que cela est téléchargeable gracieusement, je trouve ça merveilleux. Voilà. Je voulais le dire parce que c'est quand même important de le dire. Voilà, donc finalement, pour résumer un petit peu ce que j'ai pu vous raconter sur les spectrogrammes et sur le contenu du son, finalement, on part de la mélodie qui se trouve essentiellement contenue dans la ligne des harmoniques, puis on peut dire que donc ça c'est dans une bande de fréquences qui est assez faible finalement, hein, on va dire d'une cinquantaine de hertz jusqu'à 1000 hertz au maximum. Et puis ensuite, on a l'information sur le contenu des voyelles, hein, donc qui est plutôt entre 300 Hz et 3000 Hz à peu près. Et puis, on a une information qui est sur la qualité du timbre, qui est un peu répartie sur l'ensemble de toute la bande de fréquences. À ce propos, tu voulais faire une messa di voce, si mes souvenirs sont bons. Exact. Alors, un exemple de messa di voce. Donc, messa di voce, pour ceux qui ne seraient pas musiciens, donc c'est un crescendo en fait du piano à l'aigu. Au fond, par rapport au phonétogramme qu'on a fait tout à l'heure, qui explore la voix du grave à l'aigu et du piano au forte. Là, on explore du piano au forte sur une seule note. Alors, par exemple, si on fait ça. Donc ça, c'est un début d'un air de Porpora. Merci. Donc, qu'est-ce que tu as à dire dessus? Ah, il y a plein de choses à dire. Plein de choses. Bon, d'abord, que c'est magnifique. Et puis, assurément. Il y a plein de choses à dire. D'abord, c'est une façon de faire un crescendo, c'est très clair. Donc ça veut dire Robert part du plus fin de sa voix jusqu'au plus dense. Et l'impression qui est souhaitée, c'est une impression de crescendo sur le long terme. Et pour faire cette impression sur le long terme, on voit 2 étapes bien distinctes. La première qui est d'abord il y a l'installation, puis ensuite les harmoniques s'enrichissent, c'est-à-dire qu'à mesure que le son augmente en intensité, vous voyez que les harmoniques ici deviennent de plus en plus fortes. Et puis une deuxième étape, à partir de laquelle le vibrato s'installe, c'est-à-dire un vibrato beaucoup plus important que ce qu'il y avait au tout début du son. Allez. Voilà, et donc en fait, on a ce vibrato qui s'installe dans la deuxième partie du son et qui vient donner l'impression que le son est encore plus fort. C'est-à-dire que perceptivement, même si on mesurait en niveau de décibels, je pense qu'on obtiendrait à peu près le même niveau de décibels, mais simplement, perceptivement, on reçoit quelque chose qui paraît plus fort. On enrichit le spectre. On enrichit le spectre, on enrichit la perception qu'on a du son. Et ça, c'est l'aspect purement acoustique de l'opération. Mais il y a aussi un aspect parfaitement physiologique dans l'apparition du vibrato au fur et à mesure qu'on va d'un piano vers un forte, c'est qu'il y a aussi une réaction de défense finalement de la musculature laryngée qui se met à osciller de façon à
à ne pas entrer en saturation. Par exemple, si j'essaye de vous faire cette même messa di voce en empêchant l'apparition du vibrato, à partir d'un certain niveau de décibels, je risque de me faire un peu mal. Oui. Voilà. On peut l'illustrer d'ailleurs. Laisse-moi une seconde pour l'illustrer parce que ça risque d'être assez parlant. Je ne vais pas me faire mal, mais je vais essayer. Faut pas. Je vais essayer. Après, ça sera terminé. Et là, on voit bien qu'au bout d'un moment, je tiens plus et je lâche un minimum de vibrato. Robert, le fait de regarder en même temps votre... Très intéressant. Est-ce que cela joue justement Bien sur votre entendu. interprétation? J'ai l'impression que oui, moi, oui. Bien entendu, avec Wave Surfer, avec Wave Surfer, je me suis amusé en classe avec mes élèves à les brancher sur Wave Surfer. Et par exemple, précisément en termes de vibrato, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. J'ai l'impression que vous l'écrivez en même temps. Voilà. Et puis alors on peut jouer avec. Tiens, tu peux le faire défiler. Je sais pas si on fait. Bon, on peut s'amuser à l'infini à élargir le vibrato, à le diminuer. Et il va de soi qu'en séquence pédagogique, c'est ce qu'on appelle du bio-rétrocontrôle, c'est-à-dire qu'en temps réel, on s'amuse à faire jouer ça. Et ben, pour les élèves, c'est absolument extraordinaire. Parce que des fois, on leur parle du vibrato et ils disent oui, non, je sais pas, je l'entends pas, etc. Et puis là, tout d'un coup, en le voyant, on le perçoit doublement. Et je dois dire qu'en séquence pédagogique, ça a des effets immédiats très puissants. Il y avait une expérience aussi faite par Michel et consorts, Michel Castellingo ici présent au CNSM, donc à quelques niveaux de technique et d'avancée du chanteur que ce soit, c'est un outil extrêmement performant. Ouais. Je crois qu'il va falloir... Voilà, donc je vais juste en mot de conclusion, juste signer cette présentation. J'essaie de vous faire ça. Excusez-moi. Ah, ça marche pas. Bon, bah écoutez, tant pis. Mais je sens ce que tu voulais faire. Allez, essaye encore. D'accord. Je savais que tu l'aurais. Merci.